Bonsoir et merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. D'abord, cette information, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wemba, a démissionné de ses fonctions ce vendredi 23 juin 2023. Une pétition de retrait de confiance lui avait été lancée par les députés provinciaux. Autre détail avec Gisèle Etoko. Reproché d'incompétence et mauvaise gestion, une pétition de retrait des confiances avait été lancée contre le président de l'Assemblée provinciale du Congo central par les députés provinciaux. C'est avant même l'aboutissement de cette pétition que Jean-Claude Wemba, qui était en douche froide avec le gouverneur Guy Bandou depuis plusieurs semaines, désavoué par les députés, a préféré jeter l'éponge en démissionnant de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous tous, nous avons vu la pétition, que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu. Dans le jargon juridique, ce n'est pas une pétition, mais c'est un tract. Parce que dès lors que vous, les députés, vous n'avez pas reçu cette pétition, rien ne pouvait commencer. Et vous avez vu, on a commencé par m'enlever les gardes, on écrit à l'intendant de venir chercher le véhicule, on écrit au PG de venir sceller le bureau. Je ne peux pas accepter cette humiliation. Pour cela, je te remercie, honorable questeur, honorable Congo. Je me permets de vous lire ma lettre de démission. Congolais, fils et fille de la province du Congo central. Durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux régissant le fonctionnement de notre Assemblée provinciale, ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Wemba, je servais avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fraude non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin, de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Jean-Claude Wemba déclare protéger son honneur en sortant par la grande porte. En réaction à cette démission du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wemba, l'un des notables de cette province, Joseph Mabanga, parle d'une fuite en avance. Jean-Claude Wemba doit répondre de ses actes de mégestion et détournement. Joseph Mabanga a été interrogé par Lola Kinyamba. Non, c'était une pression bien sûr, mais rupture, parce que je l'ai dit tout haut. Nos 41 députés, je l'ai dit l'avant-hier, les placer à Makala, à l'exception de 10, parce que ils sont à la base de la mégestion, il y a tout, et à la tête, c'est Jean-Claude Mwemba Jean-Claude. C'est le maître de Magui au Congo central. De deux, Mwemba a bien bouffé au détriment du peuple du Congo central, au détriment de l'image du président Félix Tshisekedi. J'espère que les services de la présidente me suivent. Rien n'a été fait depuis que Guy Bandou est là. Rien. Il bouffait avec Mwemba. Lui, Guy Bandou. Et je répète que j'ai un dossier accablant de 34 pages de tous les actes de médiation de Guy Bandou. Et Mwemba est au courant. Mais non, Mwemba voulait gagner plus que Guy Bandou. Et Guy Bandou a dit non, tu exagères. Mwemba il est ministre dont un de ses enfants qui n'a jamais travaillé. Et un autre qui l'a ramassé on ne sait où, qui ne sont même pas des cadres du parti. Hein. Donc, Mwemba aujourd'hui, il doit
s'est préparé parce qu'il est complice de la mégestion de 100 millions de dollars de Atout. Il doit répondre. Il doit répondre aussi la mégestion de Luemba. Je vous ai parlé de 150 000 dollars qui a été sorti. Et Luemba était au courant. Et ils ont bien travaillé avec Justin Luemba pour ne faire que des morgues sur plus de 1 600 000 dollars qui est venu du gouvernement central, sous Luemba. Plus 1 600 000 dollars sous Atout, qui devait être rétrocédé au secteur, sans compter les... Parlons autre chose. À présent, le gouverneur militaire du Nord Kivu est en mission d'évaluation de la situation sécuritaire au Nord Kivu. Constant Dima, qui est arrivé jeudi, dit réconforter la population victime des menaces de groupes armés. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Notre rôle d'équipement, l'inspection des troupes et aussi les opérations. Vous savez que nous faisons face à la menace des ADF qui sont très mobiles ces derniers temps. Et nous cesserons de le dire que c'est une menace pour l'Ouganda et aussi pour la République du Congo. Vous avez certainement appris les incursions de ces derniers temps. Et ce qui a motivé le commandant des opérations conjointes du PDF FARDC de venir évaluer la situation avec le commandant au secteur de l'opération Sugola Grand Nord. Nous venons aussi de nous enquérir de la situation et aussi l'insécurité dans la ville de Butembo. Nous avons appris aussi le vol à main armée ici à Béni et tout ça fait impacter les problèmes. Sans oublier aussi dans mon itinérance, j'avais prévu aussi le désenclavement de la route Butembo-Mangouvé-Jiba où nous avons lancé un pont. Donc tout ça fait le paquet dans mon programme en séjour ici à Béni. Au parti politique Mouvement de Libération du Congo MLC dans sa fédération de la Lukunga, il était question ce vendredi 23 juin 2023 de la présentation des potentiels candidats aux élections de décembre 2023. La cérémonie a eu lieu en la salle La Marmite à Macampagne. Autre détail avec Junior Bolafa et Niwa Pezo. Le Mouvement de Libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba affite ses armes pour rafler démocratiquement la part du lion aux échéances électorales de 2023 à tous les niveaux. Comme dit-on, qui veut aller loin menace sa mouture, la Fédération de Lukunga, par le truchement des structures spécialisées d'appui au MLC, a procédé ce vendredi à la présentation de candidats potentiels, députés nationaux, provinciaux et municipaux. À la tête d'affiche, Mathieu Massina, initiateur de la fondation Liliane Bemba. Pour le national, Moro Kwado Gekobo, de la fondation portant son nom. Pour le provincial, à la circonscription électorale d'Engalema et autres. Mathieu Massina est coordonnateur de la fondation Liliane Bemba. Oui, merci beaucoup, ma chère collègue, messieurs les journalistes. C'était aujourd'hui une journée louable. Moi, je peux dire c'était très magnifique. Les enfants des districts de Lukunga ont dit merci à Mathieu et ont dit nous allons soutenir Mathieu. Moi j'étais que l'invité, c'est eux-mêmes, c'est le district de Lukunga, les enfants d'Engaliema, Kintambo, Mongafula, Barumbu, Basangani, ils se sont réunis pour soutenir la candidature de messieurs qu'on appelle Monsieur Mathieu Massina. Donc c'était ça pour la présence ici. Pour sa part, Moro Kwado Gekobo de la fondation MKJ et le mouvement Le 5 étoiles appellent à la mobilisation générale autour de la vision du chef de l'État et au soutien sans faille au président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour la victoire certaine et haut la main aux élections de 2023. Mon impression est toujours de
bien, dans le sens où au niveau du MLC, nous nous sommes mis ensemble, toutes les structures, pour présenter une candidature commune au niveau du district de Lukunga, et que c'était Massé Massina, et puis au niveau provincial de la commune d'Ngalema, était M. Moro Kwado Gekobo, que je suis là avec ma structure Mouvement Les 5 Étoiles Entrepreneuriat. Raison pour laquelle, dans cette optique, afin que puisse les MLC soit chaque parcelle pour qu'on ait les MLC dans chaque parcelle au niveau de la commune d'Ngalema. Raison pour laquelle aujourd'hui, le mouvement Les 5 Étoiles Entrepreneuriat a commencé par accueillir 7 tickets gagnants, qui est le ticket Mathieu Massina avec mouvement Les 5 Étoiles au niveau de la commune de Ngalema, que je représente comme coordonnateur au niveau provincial. Et puis 60e assemblée plénière des évêques de la Sanko à Lubumbashi, dans leur message de clôture, la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, déclare rester convaincue que la stabilité de notre pays et le bien-être de sa population passent notamment par les élections libres, apaisées, inclusives et transparentes à tous les niveaux. Suivez-le dans ses propos recueillis par votre rédaction. Au propos du processus électoral, la CENCO reconnaît les efforts du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante CENI, tant dans la publication du calendrier électoral que dans la constitution du fichier électoral, dans les délais plus brefs que les cycles électoraux passés. Toutefois, ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles, étant donné les inquiétudes suivantes. L'inexistence d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition, société civile, idéal pour clarifier la problématique des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, la question des matériels électoraux détenus par les personnes non qualifiées, la situation d'exhaustivité des données du centre d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. Le rapport publié par le groupe d'experts des Nations Unies accusant une fois de plus le Rwanda de soutenir le M23. En réaction, Prince Epengue, acteur politique de l'opposition, estime que c'est aux Congolais de capitaliser ces rapports. Suivez. Les États-Unis ne sont pas réellement impliqués pour que la paix revienne au Congo. Parce que si les États-Unis avaient la volonté, on aurait retrouvé la paix depuis longtemps. Réagissant aux démentis portés par le gouvernement rwandais sur le nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies, Prince Epengue, acteur politique de l'opposition, estime que c'est aux Congolais de savoir que faire de ce nouveau rapport car le Rwanda ne peut que les nier. De toute façon, la réaction du gouvernement rwandais ne pouvait qu'être celle-là. Comment pouvez-vous entendre que le Rwanda accepte ou reconnaisse son rôle dans les crimes, les atrocités, les pillages et ressources du Congo? Ça fait 3 décennies que le Rwanda pille, que le Rwanda tue, que le Rwanda viole. Et ça fait plusieurs années que les Nations Unies enchaînent les rapports sur l'implication du Rwanda dans les atrocités au Congo, dans la déstabilisation du Congo, les incursions de l'armée rwandaise de manière répétée à l'est du pays. Et les Nations Unies ont détaillé. En 2019, il y avait des rapports. En 2018, il y avait des rapports. En 2015, il y avait des rapports. En 2020, en 2022, il y avait des rapports. Et donc, mais le Rwanda ne peut que nier, même s'il est attrapé la main dans le sac. Je crois que le plus important, c'est le Congo. Ce n'est pas la réaction du Rwanda, mais c'est la réaction du Congo. Et qu'est-ce que le Congo fait de ces rapports-là? Donc, je crois que les Nations Unies font leur travail.
Mais tout dépend. Où vont ces enquêtes, ça aboutit à quoi? C'est là où le Congo doit capitaliser ces rapports-là. Le Rwanda peut nier et le Rwanda nierait toujours. Mais c'est à nous de savoir comment accumuler tous ces rapports-là et en faire quelque chose contre le Rwanda demain ou après-demain. C'est la superpuissance militaire, la première d'ailleurs du monde. Souvenez-vous, lors de l'entrée de M23, je crois que nous étions en 2013, quand l'ancien président américain Obama avait appelé Paul Kagame personnellement pour lui dire d'arrêter de déstabiliser le Congo, Kagame s'était retiré. Si aujourd'hui Joe Biden décide d'appeler Kagame pour lui dire retirez-vous, Kagame va se retirer, illico presto. Le problème ici, c'est que les États-Unis jouent un double jeu jusque-là. C'est peut-être difficile de le dire, mais là, les faits sont là. Les Américains sont impliqués avec des mots et non avec des actes. Les jours où les Américains décideront de poser des actes pour que la paix revienne au Congo, la paix reviendra au Congo. Ici est de souligner que plusieurs rapports internationaux approuvent l'implication du Rwanda dans les atrocités commises à l'est de la RDC, bien que le pays de Paul Kagame les nie tous. Parlons société à présent, regain d'insécurité dans la capitale Kinshasa, une situation qui inquiète la population. Ainsi, Christian Kapepula a approché un expert en sciences forensiques. Maître Clément Gondé évoque l'urgence d'avoir des données d'identité et d'identification tant des véhicules que des personnes ou des géolocalisations. Suivez. Pour faire face à la criminalité, il s'avère nécessaire d'avoir des données d'identité et d'identification tant des véhicules que de personnes, aussi la géolocalisation, tel que l'explique Maître Clément Gondé, expert en sciences forensiques. C'est facile, c'est ça qu'on appelle dans l'aboutissement des enquêtes. Il faut que les enquêtes aboutissent, mais pour que les enquêtes puissent aboutir, il y a des préalables. C'est-à-dire que le plus grand problème chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons un problème sur de l'identification, donc de l'identité à l'identification. Quand je parle de l'identité à l'identification, ça ne concerne pas seulement les personnes, mais aussi les biens. Vous voyez, on fait le kidnapping avec quoi? Avec les véhicules. Les véhicules là doivent être identifiés. On peut nous dire, bon, sont immatriculés, bien sûr. Mais il y a une manière de créer une base de données. Cette base de données-là, je pense qu'on a proposé ça au gouvernement. Normalement, ça fait quand même normalement des années. Depuis même les gouvernements passés, on a parlé de l'identité à l'identification. Pour que les enquêtes puissent aboutir, pour qu'on puisse appliquer ce qu'on appelle la criminalistique. La criminalistique, c'est l'ensemble des techniques qu'on doit utiliser pour démanteler l'auteur d'un crime. Quand il y a un crime, on doit appliquer la criminalistique. Et nos policiers ou bien les agents de sécurité doivent être professionnels avec aussi un plateau technique. Dans les plateaux techniques, je dis, il faut qu'il y ait une base de données. La fois passée, je parlais, on ne peut pas parler de la police judiciaire sans la police technique et scientifique. Nous avons la police technique et scientifique qui est là, qui peut faire un gros boulot en amont. Je dis bien, en amont, on peut faire un gros boulot. Et maintenant, ça va faciliter aux enquêteurs d'aller loin pour qu'on puisse normalement mettre la main, mettre hors état de nuire de ces criminels-là. Vous voyez, par exemple, les criminels peuvent laisser les empreintes. Il faut qu'on puisse normalement travailler là-dessus. Et quand il y a une base de données, on peut faire la comparaison. Donc, c'est vraiment une urgence chez nous, en République démocratique du Congo, nous devons avoir une base de données. Une base de données pour de l'identité à l'identification. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre ces journaux, le directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL a été réhabilité dans ses fonctions par le ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kainda, qui a signé jeudi un arrêt rapportant celui du 18 avril 2023 portant suspension du directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'État. Rappelons que le DG de la SNEL a été suspendu
après une interpellation à l'Assemblée nationale et n'ayant pas convaincu les élus sur sa vision claire de l'électrification de la République démocratique du Congo qui fait face à des coupures intempestives, la Chambre basse du Parlement avait recommandé sa révocation. Et puis cette grande question, pourquoi les enquêtes judiciaires n'aboutissent pas dans plusieurs dossiers en République démocratique du Congo? À cette question, Maître Peter Ngoma Milambo, avocat au barreau auprès de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, d'indiquer que pour mener à bien une instruction, il faut chercher les éléments de preuve. Suivez. Pour Maître Peter Ngomo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, pour mener à bien une instruction, il faut rechercher les éléments de preuve. Dans la plupart des cas, en République démocratique du Congo, des enquêtes n'y sont pas menées de manière sérieuse. Parce qu'on ne peut pas charger quelqu'un si on n'a pas d'éléments de preuve. La conséquence est toute simple. Lorsque les ministères publics qui poursuivent la personne n'arrivent pas à réunir tous les éléments pour couler la personne, s'il n'arrive pas à les démontrer devant les juges, la conséquence est claire, la personne doit être soit acquittée s'il était devant les juges. Oui. Malheureusement, c'est le cas souvent chez nous. Lorsqu'on mène les enquêtes, on ne les mène pas avec beaucoup de sérieux, surtout en matière financière. Aujourd'hui, l'IGF est là, on peut recourir à l'IGF ou à d'autres experts comptables et tout ça. Mais malheureusement, parce que le magistrat n'est pas si outillé pour retrouver tous ces éléments-là. Il ne peut que se référer à un service compétent qui peut réunir tous les éléments nécessaires et dès lors que les éléments nécessaires sont réunis avec des preuves à l'appui, le juge ne pourra que les appliquer. Mais si tous les éléments ne sont pas réunis pour pouvoir condamner quelqu'un, c'est que normal qu'il soit acquitté. Avant de nous séparer, sachez que l'humanité a célébré ce vendredi 23 juin 2023 la journée internationale de veuves. Un constat amer s'y dégage. Les femmes, en raison de la mort de leur mari, perdent leur statut social et leurs biens. Beaucoup sont victimes d'abus et de discrimination. Voilà l'essence de ces papiers signés par Dorcas Vani. Pour nombreuses femmes dans le monde, la perte dévastatrice d'un partenaire est amplifiée par un combat de longue haleine pour leurs droits fondamentaux et leur dignité. Tout le monde en parle. Notre tradition réserve par moment un traitement délicat à l'égard d'une veuve lorsque son mari vient de décéder. C'est un sujet vraiment délicat, ignoré jusqu'à aujourd'hui à l'égard de certains citoyens qui continuent avec ces traitements abusifs. Ce sont aussi le moment où les opportunités pouvaient faire en sorte que cela soit vulgarisé pour qu'une veuve soit considérée comme une personne qui mérite bien le respect dans la société, quand bien même que son mari vient de décéder. Et puis il faut savoir du vivant de l'homme. Parfois, les liens n'étaient pas bons entre la femme et sa belle famille. Parfois. Bon, et puis ça dépend aussi des familles. Hein. Ça dépend des familles. Le juriste Maître Peter Ngombo de rappeler que la loi a tout légiféré en cette matière. Tout cela se passe parce que les gens ne connaissent pas la loi. La loi, elle est claire en cette matière. Et la loi a tout légiféré. C'est-à-dire que qu'il y ait testament ou qu'il n'y ait pas testament, la veuve ne peut pas être maltraitée, la veuve ne peut pas être privée de biens comme ça se passe aujourd'hui, au école, non. Mais parce que malheureusement, toutes ces victimes-là ne savent pas peut-être saisir l'instance qu'il faut ou aller voir un avocat qui puisse défendre leur cas. Mais sinon, dans le code de la famille, tout est prévu. D'ailleurs, même avec la modification du code de la famille, tous ces genres de cas ne devaient plus avoir lieu. Oui, donc parce que la veuve, prenons le cas, lorsque par exemple les défunts laissent une maison, mais la maison revient à la femme qui
à moins qu'elle ne se remarie. Hein? Mais la femme peut habiter là-bas jusqu'à sa mort. Si elle se remarie, elle perd son droit d'habiter là-bas. Mais si elle ne se remarie pas, elle peut continuer à rester dans cette maison-là comme avant. Donc la famille du mari ne peut pas venir dire non, 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 ce n'est pas légal. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention accordée. Merci également à Fiston Ngalé. Ce journal a été coordonné par Fiston Ngalé. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwango. La régie finale par Moron Zambé. Je vous retrouve demain. Au revoir.